Bonsoir, messieurs, dames. On commence dans 2 secondes. De ça. Bonsoir à tous. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce soir. Mon nom est Pierre Fogg, je suis directeur général au niveau national de la Ligue des Canadiens de l'air. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, j'aimerais commencer par rendre hommage au peuple autochtone de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui vivent sur cette terre. La formation en cybersécurité, avec une mise à jour annuelle, est désormais obligatoire pour tous les employés et bénévoles de la Ligue, particulièrement ceux qui ont un compte de courriel avec la Ligue ou ont un accès à un réseau de la Ligue. Il est clair qu'en tant qu'organisation, nous devons faire ce que nous pouvons pour nous protéger contre la cybercriminalité et offrir une formation en cybersécurité est un bon point de départ. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Mademoiselle Talia Edwards et Monsieur Kim Edwards de K2A Sécurité qui ont aimablement accepté de nous donner la présentation ce soir. Kim est un ancien cadet de l'air de la petite ville d'Englehart en Ontario. Il a obtenu son diplôme de génie électrique du Collège militaire royal du Canada en 1991 et a une maîtrise en génie électrique avec spécialisation en cryptographie de l'Université de Queen's. Talia a vu suivre dans les pas de son père et a aussi gradué de Queen's dans un programme de génie en informatique. En 2008, Kim a lancé sa compagnie, K2A Sécurité, et son entreprise fournit divers services de conseil professionnel en sécurité de l'informatique et des réseaux. Ses clients sont des organisations à but non lucratif, comme la nôtre, d'entreprises privées, de sociétés de services publics et du gouvernement fédéral. Juste un point d'administration. Si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas. Veuillez les poster sur la question-réponse Q&A ou cliquez sur la main levée et ça nous donnera le signal que vous voulez demander la question verbalement et vous recevrez un message lorsque vous avez été permis de le faire. Donc, sans plus tarder, Talia, à toi la parole. Bonjour, donc je vais présenter la formation en cybersécurité. Les objectifs de la sensibilisation à la sécurité informatique, donc principalement, c'est de protéger votre information importante, comme votre compte bancaire, votre compte de travail et même juste votre information personnelle en général. Il faut être sensibilisé à la sécurité informatique pour éviter de compromettre votre lieu de travail et aussi protéger vos amis et vos collègues de travail. Donc, je vais vous apprendre comment vous protéger contre des attaques d'ingénierie sociale. Et vous êtes tous à risque de vous faire attaquer par l'ingénierie sociale. Donc, l'objectif d'un ingénieur social va être de vous duper afin de recevoir des renseignements ou même afin de vous faire commettre une action criminelle. Donc, il y a plusieurs types d'attaques. Ça peut être un appel téléphonique. Par exemple, un technicien en informatique imposteur peut vous appeler. Donc, il se fait passer pour un technicien en informatique des cadets de l'air, mais en vérité, c'est juste un attaquant. Et aussi par courriel. Donc, une attaque peut se passer par courriel. Le classique, c'est l'hameçonnage. Donc, ça s'appelle phishing en anglais.
Donc, soyez prudents, les ingénieurs sociaux peuvent déjà avoir plus de renseignements que vous ne le pensez. Donc, ils pourraient savoir quels événements vont se passer dans le futur ou même des renseignements sur vous et utiliser ça pour vous manipuler. Donc, les attaques d'hameçonnage, c'est un courriel qui cache son intention de nuire. Et comment identifier un hameçonnage? Le courriel veut que vous interagissez d'une façon ou d'une autre. Donc, peut-être que vous devez télécharger un fichier ou peut-être vous interagissez en cliquant sur un lien ou en répondant pour donner de l'information. Il cherche souvent à créer un sentiment d'urgence. Il veut évoquer la peur, l'avidité, la curiosité ou même la compassion. Voici un exemple d'hameçonnage et ceci est un exemple très évident, donc ce n'est pas toujours aussi facile. Ici, on voit que les destinataires sont pas divulgués et l'adresse courriel est assez louche. Et le sujet lui-même essaie d'évoquer l'avidité, donc il essaie de vous attirer avec des promesses d'argent. Et même, vous voyez un sentiment d'urgence qui est inspiré aussi par le expire dans 2 jours. Donc, ils veulent vraiment, vraiment, absolument que vous cliquez sur ce lien. Et vous ne devez pas cliquer sur le lien. Et vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'erreurs de grammaire. Donc, ça, c'est comme l'un des exemples les plus évidents que vous pourriez voir. Donc, soyez vigilants. Un courriel d'hameçonnage peut sembler provenir d'individus ou d'organisations dans lesquelles vous avez confiance. Il faut se concentrer sur 3 parties importantes d'un courriel. L'expéditeur, donc qui envoie ce courriel, le contexte, pourquoi envoyer ceci, et le contenu. Est-ce que ça tient debout? Les attaques de mystification. Donc, on va voir le faux expéditeur. Ceci se passe lorsque l'expéditeur associe un faux nom d'affichage à son adresse électronique pour dissimuler ses intentions malveillantes. Donc, ce pourrait être le nom d'un ami qui est affiché, d'un collègue ou même votre propre nom. Soyez prudent aussi en voyant que le courriel a été envoyé à plusieurs personnes. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, les attaquants veulent envoyer leur courriel à le plus de gens possible pour maximiser leurs chances que quelqu'un va interagir avec leur courriel. Et aussi, méfiez-vous d'organisations ayant des services de messagerie gratuits. Donc, normalement, les compagnies ont leur propre courriel à la fin. Ça ne va pas juste être comme à servicepublic.com, comme vous voyez en bas. Donc, quoi vérifier? Demandez-vous, est-ce que l'expéditeur m'enverrait vraiment ce courriel? Devrait-il déjà avoir cette information? Est-ce que je m'attendais à cette requête? Est-ce logique? Et aussi, méfiez-vous des offres qui requièrent peu d'efforts et demandent de l'information personnelle, des salutations et des messages généraux, des erreurs de grammaire et de liens et de fichiers joints. Et surtout, ne donnez jamais votre mot de passe. Donc, il n'y va jamais avoir une situation où quelqu'un devrait vous demander votre mot de passe, même quelqu'un de votre organisation. Ça, c'est personnel et vous gardez ça pour vous. Donc, ici à gauche, on voit un courriel qui pourrait être louche. Donc, il faut vraiment se demander, est-ce qu'on s'attendait à un virement bancaire dans ce cas-ci? Et ici, on peut voir que ce virement va expirer dans 10 jours, qui cherche un peu à évoquer la peur. C'est un sentiment d'urgence ici encore. Donc, ça, il faudrait vraiment se demander des questions qu'on voit sur la droite. Et aussi, il ne faut pas immédiatement cliquer le lien. Voici un autre exemple. Ici, on va se demander, est-ce que ce courriel vient de mon organisation? Tout de suite, on sait que non, parce qu'on voit un drapeau externe dans le sujet et on voit aussi un avertissement. Et l'avertissement vous dit, donc il ne faut pas juste sauter l'avertissement, il faut vraiment la lire et ça dit que le courriel ne provient pas de votre organisation. Et après, il y a d'autres erreurs dans ce courriel. Donc, pourquoi est-ce que le directeur des cadets utilise son compte personnel ou ce qui semble être un compte personnel? Donc, c'est clairement pas une adresse courriel qui provient des cadets de l'air. Et y a-t-il des erreurs de grammaire? Et par-dessus tout, en plus de ça, il y a des erreurs de grammaire. Donc, est-ce que vous devriez répondre à ce courriel? Non, pas du tout. Si vous avez des doutes, appelez la personne ou envoyez ce courriel à l'adresse ou envoyez un courriel à l'adresse de son organisation. Mais ne parlez pas à cette adresse personnelle comme vraiment étrange que vous venez de voir. Donc, quand cliquer, je vous ai répété souvent de ne pas cliquer des liens.
Donc, pour vérifier si vous pouvez, vous voulez placer votre souris sur le lien sans cliquer et ne pas cliquer si vous n'êtes pas certain. Donc, ici à gauche, si vous survolez le lien sur votre ordinateur dans un courriel, si vous juste placez votre souris par-dessus sans cliquer, vous allez voir le véritable lien qui sera affiché en bas à gauche. Donc, je vais vous montrer un exemple d'un courriel que vous pourriez recevoir. Donc, ici, vous voyez un exemple. Vous devriez regarder de qui il vient. Et puis après, vous devriez aussi voir qu'il y a un lien. Ne le cliquez pas tout de suite. Vous devez juste le survoler. Et vous allez voir en bas, je vais bouger mon. Vous allez voir en bas à gauche que le lien qui est affiché, ce n'est pas le vrai lien. Vous voyez le vrai lien en bas à gauche. Mais vous voyez, ça dit CNN, mais le véritable lien, ça serait TSN. Donc ici, l'expéditeur cherche à dissimuler le vrai lien. Et parfois, ce n'est pas seulement un lien, ça pourrait aussi être un bouton. Donc, je vais retourner à la présentation. Donc, comment inspecter les liens aussi? Donc, vous avez fini par survoler le lien. Maintenant, comment est-ce que vous savez si c'est un bon lien? Ici, sur le premier lien, il faut regarder tout ce qui vient avant la première barre oblique. Donc, ici, tout ce qui vient à droite de la première barre oblique, ça ne dérange pas trop. On voit que ce qui vient à gauche, c'est PayPal, donc c'est un bon lien. Ici, c'est un mauvais lien, parce qu'avant la première barre oblique, on cherche à nous faire croire que c'est paypal.com, mais après, on a rajouté vendreacheter.cn. Donc ça serait un domaine qui vient de la Chine et non du Canada. Donc, il ne faudrait pas peser sur ça. C'est pas vraiment PayPal. Et ici, Banque Royale, on dirait que c'était Banque Royale normale, mais il faut faire attention, il y a une substitution de caractères. Donc ici, le O s'est fait remplacer par un 0. Donc ça aussi, c'est pas le vrai lien. Donc des fois, c'est vraiment dans les petits détails et il faut vraiment bien regarder. Ici, on voit un exemple de quelque chose qui pourrait arriver pour vous tendre un piège. Donc, on reçoit un courriel qui semble venir de Office 360 et qui vous demande 365 et qui vous demande de garder votre mot de passe. Donc, ce n'est même pas changer votre mot de passe, c'est pour garder votre mot de passe. Et donc, il faut se demander, est-ce que je m'attendais à cette requête? On peut survoler le lien, ou dans ce cas-ci, c'est plus un bouton. Et on voit en bas à gauche que le lien est un peu bizarre. Comme pourquoi est-ce que ça dit .copy, .mot de passe, .cn? Tout de suite, c'est pas un bon lien. Donc, il ne faudrait... Mais si, après tout ça, vous n'êtes pas certain, ne cliquez pas le lien, appelez votre organisation ou, si possible, allez directement sur la page de votre site web de la compagnie et ne cliquez pas le lien. Il vous fait changer votre mot de passe, mais directement sur le site web de votre compagnie. Donc ici, l'objectif du piège est de demander de vérifier ou de garder votre mot de passe, mais en vérité, ça pourrait juste directement envoyer votre mot de passe à l'attaquant. Et aussi, il faut regarder, on peut regarder l'expéditeur qui semble être le bon courriel, mais si vous regardez ici dans Air Cadet League, il manque le U. Donc, ce n'est pas la bonne organisation qui vous envoie ça. Donc, il faut vraiment regarder les détails et pas toujours cliquer trop rapidement. Oh, et aussi, avant de continuer, je vais vous parler aussi de quelque chose qui est arrivé récemment à l'un des clients de K2E Security. Donc, eux, ils ont eu un incident de cybersécurité. Et c'est arrivé parce que l'un de leurs travailleurs a reçu un courriel, donc un courriel d'hameçonnage, et il lui disait que leur abonnement annuel à un logiciel de finance allait expirer et que s'il ne s'attendait pas à ça, il devrait appeler ce numéro pour renouveler son abonnement. Tout de suite, le travaillant aurait dû savoir que ce n'était pas un vrai courriel parce que il ne faisait pas partie de l'équipe de finance et c'est un logiciel de finance. Donc, il ne devrait pas s'occuper de ça. Le courriel ne devrait pas se rendre à lui directement. Donc, ça, c'était vraiment le premier indice que c'était pas correct.
Et 2, ça disait juste directement d'appeler ce numéro. Donc, c'était un peu plus discret qu'un lien, mais c'était un numéro qui était comme, c'était pas quelque chose à quoi on s'attendait. S'il n'était pas certain, il aurait dû transférer ce courriel à l'équipe de finance. Mais il a continué, il a appelé le numéro et en plus, sur son appel téléphonique, on lui a dit de télécharger un fichier et de cliquer le fichier, ce qu'il n'aurait aussi dû pas faire. Mais évidemment, il a suivi toutes les étapes et là, il y a eu une attaque sur ce client. Donc, les mots de passe, ça aussi, c'est important. Donc, les mots de passe se font souvent pirater parce que les humains ont des façons de penser similaires. Et voici les bonnes pratiques en matière de mots de passe. Vous voulez au moins 12 caractères, au moins une lettre majuscule et une lettre minuscule, un nombre et un symbole ou plus. Vous devriez activer l'authentification à 2 facteurs si possible. Et vous devriez choisir une phrase de passe. C'est généralement plus sécuritaire et facile à retenir. Je vais vous montrer un exemple. Donc, voici des bons mots de passe ou phrases de passe. Donc, c'est quand il y a plusieurs mots au lieu de seulement un mot. Ça, c'est une phrase de passe. Donc, ici, vous voyez soleil, plasma, aplomb. Donc, ici, il y a un numéro, je vois une lettre majuscule, je vois des caractères spéciaux. Donc, il y a tout ce que vous voulez. Et c'est des mots au hasard. Donc, ils n'ont pas vraiment rapport à qu'est-ce que je fais. Ou pain, munitions, 5, canard, même chose, majuscule, numéro, 3 mots. En général, on veut 3 mots. C'est assez sécuritaire et c'est facile à se rappeler. Mais aussi 3 mots pas mal au hasard que vous voulez choisir. Voici des mauvais mots de passe. N'importe quoi qui est relié à votre organisation ou quelque chose de personnel qui serait vraiment facile à deviner. Comme cadet 2023, des années, j'éviterais de mettre des années dans des mots de passe aussi. Vous voulez vraiment que ça soit plus au hasard. Et aussi, l'un des pires mots de passe, juste password ou mot de passe. Donc, même si vous faites des substitutions de caractères, ça ne va pas être suffisant. Et ça, c'est vraiment facile à réussir à avoir comme mot de passe. Donc, voici les choses à éviter. Un mot du dictionnaire, donc seulement un mot. Ou noter son mot de passe quelque part pas sécuritaire. Partager son mot de passe avec d'autres. Il ne faut jamais, jamais partager son mot de passe. Inverser des mots, ça ne fonctionne pas non plus. Le même mot de passe pour tout, c'est vraiment pas suggéré. Ou mettre dans votre mot de passe un nom d'utilisateur, des noms propres, des endroits, des fêtes ou des mots techniques. Juste des noms personnels. Et à faire, donc vous voulez des combinaisons de mots au hasard, comme je l'ai répété plusieurs fois. Et si vous ne réussissez pas à vous rappeler de tous vos mots de passe parce que vous en avez trop, vous pourriez considérer avoir un gestionnaire de mots de passe pour auto-créer et enregistrer ces mots de passe comme Bitwarden ou 1Password. Donc, vous êtes aussi en danger des logiciels malveillants. Il y a beaucoup, beaucoup de virus différents qui existent. Il y en a quelques-uns sur cette liste ici qu'on voit, comme les chevaux de Troie. Ils prennent l'apparence d'un logiciel utile, mais ce sont en vérité des virus ou juste des virus de cryptage web. Ils se cachent dans des sites web infectés. Il y a des pirates de navigateurs. Ils peuvent prendre contrôle de votre navigateur pour vous rediriger sur leur site web. Ou des infecteurs de fichiers. Donc, ils vont attaquer lorsque vous utilisez un fichier exécutable. Il faut faire attention aux extensions .exe ou un macrovirus. Ceux-ci attaquent lorsque vous ouvrez un document infecté. Donc, même dans votre courriel, si vous recevez un courriel d'hameçonnage qui a un document comme Microsoft ou Excel, il faut faire attention, il ne faut pas juste ouvrir n'importe quoi. Et comment avoir un virus? Donc, voici les actions qui pourraient vous rendre à risque d'avoir un virus. Ouvrir des fichiers joints ou cliquer des liens venant de sources douteuses, cliquer des annonces publicitaires, oublier de mettre à jour des appareils électroniques. Donc, il ne faut pas trop procrastiner, il faut vraiment mettre tous ces appareils à jour. Être imprudent sur les réseaux sociaux aussi. Donc, souvent, on pourrait
avoir un scénario où ton ami t'envoie une vidéo drôle et ça juste dit cliquez pour regarder ou je t'ai vu dans cette vidéo. Parfois, donc si leur compte est infecté, ils pourraient t'envoyer quelque chose comme ça. Donc si le message est vraiment impersonnel, il pourrait être louche. Il faut aussi pas télécharger des applications qui ne proviennent pas d'un site web officiel. Par exemple, télécharger de la musique piratée vous rend à risque de virus. Donc, qu'est-ce qu'un virus peut faire aussi? Il peut effacer des données importantes, il peut voler de l'information ou des mots de passe, corrompre des fichiers, envoyer plein de courriels à vos contacts, prendre contrôle de votre ordinateur. Vous pourriez aussi avoir, pour une organisation, un rançongiciel. Donc, il va bloquer l'accès à vos données et va vous demander quelque chose comme de l'argent ou un service en retour. Est-ce que vous avez déjà un virus informatique? Parce que peut-être vous avez reconnu que vous avez fait quelques actions que j'ai parlé avant. Donc, est-ce que vous avez plusieurs fenêtres contextuelles qui vont apparaître sur votre ordinateur tout le temps? Ça, c'est suspect. Si votre page d'accueil est comme subitement différente et ce n'est pas vous qui l'avez changé, ou beaucoup de courriels sont envoyés de votre compte, votre appareil tombe en panne, votre ordinateur est lent, et des programmes inconnus sont exécutés lorsque vous allumez votre appareil, ou votre mot de passe change involontairement. Donc, tout ça, c'est des gros signes que vous pourriez avoir un virus informatique. Donc, comment protéger vos appareils? Il faut sauvegarder vos documents dans différents endroits sécuritaires pour prévenir les conséquences d'un rançongiciel. Donc, faites des copies de vos documents, ne les ayez pas tous à une place, surtout s'ils sont importants. Et mettez à jour vos appareils et leurs applications. Les mises à jour enlèvent souvent des vulnérabilités qui sont rendues publiques. Ou vous pourriez même avoir un logiciel antivirus. Mais ici, il faut faire attention parce que certains virus peuvent se déguiser en logiciel antivirus. Donc ça serait le Trojan virus, le cheval de Troie. Donc, vous pourriez juste activer votre antivirus gratuit, comme Windows Defenders, si vous avez un ordinateur Windows, ou acheter un logiciel antivirus tel que CrowdStrike si vous voulez encore plus de protection. Ne téléchargez pas de fichiers et logiciels qui ne sont pas de source officielle. Donc, il faut aussi faire attention au Wi-Fi public et aux points d'accès sans fil. Il faut seulement se connecter au Wi-Fi en lequel on a confiance. Et il faut aussi se connecter seulement au Wi-Fi et points d'accès sans fil sécuritaire qui ont des mots de passe. Il faut être méfiant des Wi-Fi de lieux publics, par exemple un hôtel, surtout si vous n'utilisez pas un VPN. Il est bon de désactiver la connexion automatique au Wi-Fi qui normalement est déjà désactivée sur votre téléphone. Et vous voulez aussi seulement utiliser des sites web HTTPS, pas HTTP. Les pare-feux et les VPN. Donc ça va nous protéger des virus et ouais. Donc le firewall, ça c'est le pare-feu. Il peut définir vos préférences de sécurité et décider ce qui peut atteindre votre ordinateur. Donc il peut bloquer certains sites web automatiquement et il va protéger votre réseau des réseaux externes, comme l'Internet. Le VPN, lui, peut permettre à l'utilisateur d'être anonyme en ligne et protéger votre information et crypter vos données. Le pare-feu, normalement, c'est automatiquement déjà fait quelque part dans une organisation ou sur votre ordinateur. Mais le VPN, lui, normalement, il faut l'installer sur votre ordinateur pour l'utiliser. Donc, le partage de fichiers, ça aussi peut vous rendre à risque. N'utilisez pas votre adresse courriel personnelle dans votre organisation pour envoyer des messages. Vous devriez utiliser votre adresse courriel de l'organisation. Utilisez des services de partage de fichiers sécuritaires comme OneDrive, SharePoint ou Google Drive. Et activez un logiciel antivirus et installer ou activer un pare-feu. Vous pouvez partager des fichiers à des personnes en qui vous avez confiance et des personnes de votre organisation.
Et ne téléchargez pas de l'information confidentielle sur les clés USB non cryptées en cas de perte ou de vol. Donc, les risques, c'est l'installation d'un virus, la perte de données importantes ou donner plus de permissions que l'on veut à quelqu'un. Donc, un résumé. Il faut vraiment bien inspecter vos courriels, adhérer aux bonnes pratiques en matière de mots de passe et vous pouvez même considérer un gestionnaire de mots de passe pour ne pas avoir besoin de vous rappeler de tous vos mots de passe. Inspectez un lien avant de le cliquer, toujours. Et là, soyez prudent en ouvrant ou téléchargeant des fichiers joints. Téléchargez des logiciels fiables de sources officielles. Soyez prudent en connectant au réseau public. Et allez seulement sur des sites HTTPS, pas HTTP. Le S est important. Considérez utiliser un VPN et un logiciel antivirus. Et mettez à jour vos appareils électroniques et leurs applications. Et assurez-vous que les paramètres de vos appareils soient sécuritaires. Donc, vérifiez que vos appareils ne se joignent pas automatiquement au réseau étranger. Donc, est-ce que vous avez des questions? Et vous pouvez envoyer vos questions aussi à l'adresse courriel sur ce slide. Oui, donc merci beaucoup, Talia. On va donner une couple de minutes si les gens sont en train de taper les questions. Moi, j'en aurais une, Pierre, si tu me permets. Oui, vas-y. Talia, c'est concernant justement les sites HTTPS. J'ai lu un article récemment qui indiquait que c'est plus aussi sécuritaire qu'avant, qu'à peu près tout le monde peut, toute personne qui a un site web peut se créer une adresse HTTPS sans que ce soit sécuritaire et gratuitement. J'ai trouvé l'article sur françoischaron.com. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Puis, c'est ça, il parle aussi du site web de Let's Encrypt qui a été commandité par Meta, Google, Cisco, Mozilla et d'autres qui travaillent à créer quelque chose de plus sûr apparemment. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez mentionner. Oui, donc juste parce que c'est vrai, c'est bien que vous dites. Donc, juste parce que le site web dit que c'est HTTPS, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mauvaises intentions derrière ce site web non plus. Donc, il ne faut pas juste inspecter le lien juste pour voir HTTPS. Ça, ce n'est pas vraiment suffisant. Il faut aussi regarder le reste du lien. Donc, est-ce que c'est comme une compagnie en qui on a confiance ou est-ce que c'est un site où on veut vraiment se rendre? Parfait, merci. On a une... Une autre raison pourquoi on utilise HTTPS, c'est si on va entrer notre mot de passe puis notre nom d'usager, on veut que ça soit sécure et non à travers l'Internet clairement. Mm-hmm. Le S ajoute l'encryption. Parfait, merci. On a deux questions. La première nous vient de Annie Lessard. Pouvez-vous répéter le nom des deux gestionnaires de mots de passe et sont-ils gratuits? Oui, tiens, je peux retourner à ça. C'est Bitwarden et c'est Bitwarden et 1Password. 1Password, c'est plutôt pour les utilisateurs de Mac, Apple. Bitwarden, c'est un autre. Ils ont toujours une version gratuite, mais des fois, ils ont des fonctions limitées. Merci. Une autre question qui provient de M. Alain Pilon. Vous parlez de Google Drive comme moyen sécuritaire de transférer des fichiers, mais comment protéger notre compte Google pour éviter d'être piraté et perdre nos informations? Donc, vous voulez seulement partager des fichiers à des gens qui vous avez confiance. Vous voulez vous assurer que votre mot de passe est vraiment sécuritaire. Et oui, le plus important aussi dans le partage des fichiers, c'est vous le partagez de votre compte, de votre organisation à quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc, vous limitez le nombre de gens qui ont accès à vos documents. Aussi, ajouter une deuxième façon d'authentification, comme it's called two-factor authentication. Tout Google permet ceci, donc c'est sûr que si votre mot de passe est compromis, vous avez
l'authentification à 2 facteurs. Merci. On a une autre question de M. Jean-Guy Chartier. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur le VPN? Oui, donc le VPN, si vous utilisez ça, souvent votre organisation en a une, vous pouvez avoir même votre propre VPN personnel. Il faut juste s'assurer qu'il est fiable et qu'il vient d'une bonne source. Mais si vous installez un VPN et vous utilisez ça, ça va vous assurer que ça va vous rendre votre position anonyme plus. Et ça peut aussi protéger. Ça l'offre comme un surplus de protection sur vos données. Qu'est-ce que vous faites? C'est comme plus d'encryption. Merci. J'ai pas d'autres questions qui nous sont posées pour le moment, puis il n'y a personne qui a la main levée. Non? Et si vous pensez à des questions plus tard, Excuse n'hésitez Pierre, pas. il y a quelqu'un, il y a M. Jean-Pierre Marié qui aurait une question. Ah, Est-ce qu'il est en mesure de parler? il n'a pas levé la main, est-ce que je vois? Ah, OK. Si... J'ai fait la demande qu'il puisse parler. Est-ce que Oui, vous est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. Oui, merci. OK. Vous mentionnez d'avoir un mot de passe avec 12 caractères. Or, je me suis inscrit dans une banque récemment et on me demandait d'avoir un mot de passe de 6 caractères seulement. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Je me pose tout le temps la même question quand le mot de passe que j'utilise est trop fort pour les banques. Les banques, je crois pas qu'ils limitent à 6 caractères. Ils disent probablement minimum 6 caractères ou ils limitent, tu peux pas aller plus que 6 caractères. Moi, dans mon cas, c'était limité à 6 caractères seulement. Maximum. Oui. OK. Dans ce cas-là, je ferais pas, j'aurais pas mes comptes à ce banque-là. 6 caractères peut être, j'ai des logiciels qui peuvent trouver ce mot de passe en dedans de 20 minutes, au moins. Mhm. Donc, je comprends pas pourquoi une banque accepterait ça. D'accord. Est-ce qu'on a une autre question de... Ah oui, Madame Paradis. Souvent, il y a d'autres facteurs d'authentification, une image à reconnaître, des questions à répondre. Désolée, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ah, elle dit c'est concernant la question pour la banque. C'est que parfois, il y a aussi d'autres facteurs, tu sais, parfois ils vont dire, ben, identifier la moto, des trucs comme ça, là. C'est une question ou juste un commentaire? Non, c'est un commentaire qu'elle a Ah, fait. OK. Ouais, non. Elle ajoute que Vas-y, Pierre. peut-être qu'il y a d'autres facteurs d'authentificateurs s'il y a juste un mot de passe de 6 caractères. Je suppose que si tu as l'authentification à 2 facteurs, une autre façon de poser la question, c'est si tu as authentification à 2 facteurs, est-ce que ça réduit le critère de au moins 12 caractères de mot de passe? Je pense que pour être plus sécuritaire, il faudrait faire 12 ou plus parce que comme ça va réduire le risque, mais pas suffisamment parce que quelqu'un pourrait deviner votre mot de passe et là l'écrire. Et là, par hasard, vous allez recevoir comme une notification et vous pourriez par accident l'accepter un jour si ça tombe à un mauvais temps et vous êtes distrait ou vous pensez même que c'est votre propre, que c'est vous qui êtes en train de faire ça et là vous acceptez. Donc, il ne faut pas vraiment dépendre de l'authentification à 2 facteurs. Mhm. Moi, je trouve depuis que je me sers de OnePassword, je ne sais même pas mes mots de passe. Je laisse OnePassword choisir maximum nombre de caractères qui sont acceptés par le site. Puis
J'ai jamais besoin de me rappeler du mot de passe. Donc, ça va ensemble. Hein. Si tous tes mots de passe sont 12 caractères, puis il fallait que je me rappelle de chacun des mots de passe, je pense que ça ne marchera pas. Ça te prend quasiment un logiciel. On a d'autres questions, José? Oui, on en a deux. Une qui provient de Mme Nancy Bouchard-Miller. Elle veut savoir à quel endroit peut-on acheter un bon VPN? NordVPN, c'est un très bon. Il y en a plusieurs qui sont là. Moi, personnellement, j'utilise NordVPN. Merci. Monsieur Laroche, Jocelyn Laroche, certaines entreprises utilisent Windows Defender seulement. Est-ce suffisant? C'est suffisamment. C'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est vraiment ceux qui utilisent. Je cherche mes mots, excuse-moi. Ils n'utilisent pas les signatures de détection. Ils utilisent plutôt les façons qu'un attaqueur va attaquer. Comme vous avez téléchargé un fichier, puis ensuite le fichier commence à encrypter des fichiers sur votre ordinateur. Ceux-là sont meilleurs que Windows Defender, mais Windows Defender, il est très bon. Ouais, il faut juste pas se penser comme invulnérable après l'avoir installé. Donc, vous êtes la première ligne de défense. Il faut toujours faire attention à ce que vous faites. Merci. On a une main levée. Madame Dorine Alvi. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui. Juste une question d'urgence. Que peut-on faire en fait dans l'immédiat si jamais nous sommes victimes de cyberattaques? Comment vous pouvez récupérer de ça si vous êtes la victime? Oui, genre si ça nous arrive à notre ordinateur. Ouais, ça c'est très difficile parce que si votre identité a été volée et est utilisée, là, il faut vraiment que vous engagez une compagnie qui spécialise dans ça pour essayer d'enlever tous les dommages qui est arrivé avec ce vol d'identité. Je comprends. C'est très difficile de le faire Donc, ça peut nous-mêmes. Est-ce que vous vous occupez de cette intervenante, de ça? Non, ça c'est très, très difficile. Il y a des compagnies qui font juste ça. Ils vont appliquer sur les sites de banque, d'autres programmes pour essayer de regagner votre identité. Oui, Merci beaucoup. si vous êtes victime aussi d'une attaque et vous le réalisez, comme vous réalisez que vous êtes allé sur un courriel d'hameçonnage et vous avez pesé le lien, il ne faut pas juste rien dire. Vous devriez notifier votre organisation tout immédiatement. Et si vous pouvez changer votre mot de passe du compte qui a été compromis. Donc, n'attendez pas ou ne cachez pas ça, OK? Il faut vraiment le dire. Je comprends. Merci beaucoup. Puis l'autre affaire, si vous pensez que votre mot de passe est compromis, changez votre mot de passe tout de suite. Ah oui, c'est clair. OK. C'était Ça, c'est la première étape, c'est sûr. C'était ma prochaine question. Il va falloir changer. Vous conseillez de changer régulièrement le mot de passe, j'imagine. Oui, puis utilisez pas le même mot de passe pour tout. Donc, moi, je suggère que vous achetez ou vous utilisez un gratuit, Bitwarden ou 1Password ou un autre système pour gérer vos mots de passe. Puis c'est toujours un mot de passe différent pour chaque site. Je comprends. Et Merci si beaucoup. si vous changez régulièrement votre mot de passe aussi, ne faites pas juste comme changer une date dedans ou un seul numéro. Vous voulez essayer de changer le mot de passe en entier. Ah, très bien. Merci beaucoup. Bienvenue. Je ne vois pas d'autres questions ni d'autres mains levées. Donc, oui, si vous pensez à d'autres questions, vous pouvez soit les envoyer à moi ou à José.
et on pourra vous donner une réponse. Si on n'est pas capable, on peut aller à Kim et Talia. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais de nouveau vous remercier, Talia, Kim, de prendre le temps de nous donner cette excellente présentation. Et pour les participants, le webinaire ce soir a été enregistré et la vidéo et la présentation de PowerPoint sera téléchargée sur le site web national dans la page intitulée Formation et tutoriels. Donc, pour vos collègues, ou si vous avez des questions ou vous voulez vous rappeler des points qui ont été faits ce soir, vous allez toujours être capable de retourner sur le site web et avoir un rappel de l'information qui a été présentée ce soir. Donc, merci beaucoup encore d'avoir participé à cette excellente présentation. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Kim, merci Talia, merci José. Bonsoir. Mon plaisir. Bye. Bye!